Notre ordre du jour appelle l'audition de M. Eli Tenenbaum, directeur du Centre d'études de sécurité de l'IFRI, et Mme Héloïse Fayet, responsable du programme de recherche dissuasion-prolifération à l'IFRI, sur les premiers renseignements de la crise iranienne. Merci à tous les deux de votre disponibilité et d'avoir répondu aussi rapidement à notre demande. Je vous en remercie chaleureusement. J'ai souhaité la semaine dernière rajouter votre audition à la programmation initialement prévue, car elle m'a semblé s'imposer au regard des récents événements qui ont touché la région. Cette crise s'ajoute aux nombreuses autres qui, comme le dit le chef d'état-major, ne se succèdent plus, mais désormais se superposent. Avec cette crise, le conflit entre Israël et l'Iran a atteint un paroxysme, même si, dans la période récente, ce n'est pas la première fois que des affrontements, y compris indirects, ont lieu entre ces deux pays. En outre, cette crise est porteuse d'enseignements pour nos analyses stratégiques et nos armées, qui sont présentes dans de nombreux pays du Moyen-Orient. Elle révèle également la complexité de la géopolitique de la région, et pour cela, nous avons besoin de vos éclairages. Nous avons ensuite, par rapport à tout ce que j'évoque à présent, la complexité de du positionnement de Donald Trump, qui a été pourtant élu sur une promesse d'isolationnisme et sur la non-intervention, qui finalement s'est quand même engagé sur la crise iranienne. Enfin, voilà, on a une complexité, et pour nous qui sommes parlementaires et les gens qui nous écoutent, on a besoin d'être éclairés sur cette crise, d'où ce besoin d'audition et votre venue cet après-midi. Donc, sans plus tarder, Madame, Monsieur, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. C'est toujours un honneur pour les chercheurs de l'IFRI de pouvoir intervenir devant la représentation nationale et contribuer à notre mission principale, qui est celle de pouvoir éclairer la décision et le débat public sur les questions internationales et stratégiques. Et à chaque fois que vous nous faites cette confiance de nous solliciter, nous nous faisons un devoir d'y répondre. Donc notre intervention à Héloïse et moi se divisera en deux parties. Je vais tout de suite laisser la parole à Héloïse Fayet, donc comme vous l'avez dit, responsable du programme dissuasion et prolifération à l'IFRI, pour redonner le cadre historique et stratégique du programme nucléaire iranien et les conséquences et éventuellement les suites possibles de ces opérations. Et j'enchaînerai pour ma part en revenant sur le contexte des frappes, ce que l'on sait aujourd'hui des opérations qui ont été conduites et par Israël et par les États-Unis, en essayant de tirer aussi bien des enseignements capacitaires pour l'Europe et pour la France que de tracer des trajectoires stratégiques pour la région. Héloïse. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés, pour nous avoir invités à présenter nos analyses sur cette crise. Donc, comme l'a expliqué Elie, je structurerai mon propos en 3 points. Donc, tout d'abord, l'état du programme nucléaire iranien tel qu'il était avant les frappes israéliennes et américaines qui ont débuté le 13 juin et qui se sont terminées le 23 au soir et qui représentaient le point d'orgue des tensions entre Israël et l'Iran qui sont beaucoup plus anciennes que cela. En deuxième partie, ce qu'on sait de l'efficacité des frappes américaines et israéliennes sur le programme nucléaire iranien, et puis également un petit peu sur le programme balistique. Et puis effectivement, en troisième partie, donc les options désormais qui s'offrent à la fois à la diplomatie et puis évidemment aux Iraniens eux-mêmes en termes de poursuite ou non du programme nucléaire iranien. Et tout d'abord, est-ce qu'il est possible en fait tout simplement pour eux de poursuivre justement ce programme.
Alors, donc, je le rappelle, mais le programme nucléaire iranien, tel qu'on le connaît aujourd'hui, enfin tel qu'on le connaissait avant le vendredi 13 juin, a débuté sous le Shah d'Iran. Ce n'est donc pas directement lié à la révolution islamique, ni même au régime que l'on connaît aujourd'hui. Mais il s'agit bien d'un programme nucléaire civil qui a débuté avec l'aide des États-Unis et de l'Europe à l'époque du Shah d'Iran, à des fins d'autonomie énergétique de l'Iran, mais qui avait déjà une dimension possiblement nucléaire, possiblement militaire, avec le Shah d'Iran qui s'est exprimé plusieurs fois sur le fait qu'il n'excluait pas éventuellement d'aller vers le développement d'armes nucléaires en Iran. Et puis, donc, l'Iran a tout de même signé le traité de non-prolifération nucléaire dès son ouverture, donc en 1968, avant de le ratifier en 1970. Et ce programme nucléaire civil a été posé pendant un temps, pendant la guerre Iran-Irak, notamment faute de ressources. Et puis, comme on le sait, a repris clandestinement après la fin de la guerre Iran-Irak, qui a été un véritable traumatisme pour l'Iran, qui a compris qu'ils avaient potentiellement besoin de se doter d'armes un petit peu plus puissantes que ce qu'ils avaient entre 1980 et 1988. À la suite des révélations d'opposants iraniens en exil en 2002, donc la communauté internationale a pu noter que le programme nucléaire iranien était très avancé jusqu'en 2002, avec des travaux de militarisation, d'arsenalisation de ce programme nucléaire, des étapes techniques très claires qui, jusqu'en 2002, ne permettaient pas de dire que le programme nucléaire iranien était strictement pacifique, comme les Iraniens l'évoquaient à l'époque. Aujourd'hui, on considère que ces activités militaires qui avaient été conduites avant 2002 n'ont pas été reprises. Donc le programme était plus avancé jusqu'en 2002 et donc jusqu'au début de la phase des négociations qui ont abouti au JCPOA en 2015 que maintenant. Donc très brièvement, JCPOA signé en 2015, vous le savez, sorti du JCPOA par Donald Trump en 2018. Les Iraniens se considèrent donc à partir de 2020 comme n'étant plus tenus par leurs obligations vis-à-vis du JCPOA, mais se considèrent tout de même tenus toujours par leurs engagements vis-à-vis du traité de non-prolifération nucléaire dont ils sont toujours signataires, qui les interdit donc de développer une arme nucléaire, ainsi que jusqu'à ce matin par leurs engagements vis-à-vis de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, comme je le disais, jusqu'au 13 juin, il n'y avait pas de signe d'arsenalisation du programme nucléaire iranien, c'est-à-dire que l'enrichissement de l'uranium par l'Iran n'était pas compatible avec un programme nucléaire strictement civil, mais il n'y avait pas de signe de fabrication et d'étapes en fait, techniques nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. Donc il s'agissait bien d'un programme dans une sorte d'entre-deux, et donc ce qu'on appelle un état du seuil, c'est-à-dire un État qui a des capacités de fabriquer une arme nucléaire, mais qui n'a pour l'instant pas pris la décision politique de le faire et dont il manque certaines capacités techniques pour fabriquer un engin explosif et surtout potentiellement une arme nucléaire telle qu'on l'entend nous par exemple en France. Il faut bien s'imaginer qu'aujourd'hui, l'Iran n'est absolument pas, même avant les frappes israéliennes, n'était absolument pas en mesure de fabriquer l'équivalent de la SMPA et encore moins l'équivalent du M51, étant donné qu'ils n'ont pas de sous-marin nucléaire tout court. Donc, comme je disais, un programme trop avancé pour être civil, mais sans signe d'arsenalisation concret. Il y avait vraiment une opinion convergente des services de renseignement et de l'AIEA sur ce sujet. Et même si ce droit à l'enrichissement revendiqué par les Iraniens leur permettait de justifier l'enrichissement de l'uranium à 60%, c'était bien conforme au traité de non-prolifération. Donc, en deuxième partie, quelle efficacité des frappes américaines et israéliennes qui, rappelons-le, ont justement été justifiées par une possible avancée nucléaire iranienne dont aujourd'hui on demande encore à voir les preuves avec une véritable manipulation du renseignement, une politisation du renseignement à la fois par Israël et les États-Unis. Ce qui souligne d'ailleurs le besoin d'une appréciation de situation autonome par la France et par l'Europe des capacités nucléaires iraniennes, encore plus maintenant, pour avoir un battle damage assessment, comme on dit, des frappes américaines et israéliennes.
Donc il est extrêmement complexe, à partir de sources ouvertes, de faire le bilan de ces frappes américaines et israéliennes sur plusieurs sites iraniens. Donc le principal, celui qui a fait le plus de bruit, disons, étant celui de Fordo, mais également les sites de Natanz, le site d'Ispahan, et puis d'autres universités et sites de production de missiles balistiques. Donc, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, une partie des centrifugeuses, donc ce qui permet d'enrichir l'uranium par l'Iran, aurait été détruite dans les frappes sur ces sites nucléaires iraniens. Et il y aurait également d'autres composantes techniques qui auraient été détruites dans les frappes. Cependant, il y a une inconnue qui nous inquiète tous aujourd'hui, et c'est évidemment le devenir d'une partie de l'uranium qui avait déjà été enrichie par l'Iran avant les frappes. Il faut se rendre compte que, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, fin mai 2025, l'Iran disposait d'environ 9 tonnes d'uranium enrichi à différents stades, dont environ 400 kg d'uranium enrichi jusqu'à 60% sous forme gazeuse. Donc avec 400 kg d'uranium enrichi à 60% et puis des étapes techniques supplémentaires, il est possible de fabriquer plusieurs armes nucléaires. Il n'est pas besoin d'arriver jusqu'à une quantité, un enrichissement à 90%, même si c'est plus efficace. Mais en tout cas, il y a une véritable inconnue sur le devenir de ces 400 kg d'uranium enrichi qui auraient été sortis des installations nucléaires iraniennes avant les frappes israéliennes et américaines. Et donc là, c'est vraiment la principale inconnue sur le programme nucléaire iranien aujourd'hui, c'est justement le devenir de ces 400 kg d'uranium enrichi. Et donc, plus largement, évidemment, ces frappes américaines et israéliennes, elles signalent en fait l'échec de cette stratégie de latence nucléaire par l'Iran, cette stratégie d'état du seuil, en fait, qui consistait à dire nous avons la capacité en quelques mois, quelques années, de fabriquer une arme nucléaire, et c'était censé, en plus, et ça, Elie en parlera, des missiles balistiques et des milices chiites dans la région. Donc censé faire une protection, une dissuasion conventionnelle autour de l'Iran. Et là, on voit bien en fait l'échec de cette stratégie de latence nucléaire. Donc ensuite, qu'est-ce que maintenant, quelles sont les pistes en fait qui s'offrent à l'Iran pour continuer en fait son programme nucléaire ou non? Alors, selon la communauté internationale des analystes qui travaillent sur le sujet, l'Iran peut aujourd'hui suivre deux voies totalement opposées. Tout d'abord, c'est celui en fait de l'abandon d'un programme nucléaire civil et d'un programme nucléaire tout court, et donc l'acceptation de négociations avec les États-Unis vers un zéro enrichissement, c'est-à-dire l'interdiction à l'Iran d'enrichir de l'uranium sur son sol alors que c'est autorisé dans le traité de non-prolifération nucléaire, et donc une crainte en fait iranienne d'une possible reprise des frappes américaines et israéliennes si jamais les services de renseignement américains et israéliens détectent des nouvelles activités sur le plan du nucléaire. Donc là, c'est une voie possible pour l'Iran. Une autre voie étant évidemment l'inverse, c'est-à-dire la poursuite, quoi qu'il en coûte, et d'une façon extrêmement discrète, d'un programme nucléaire militaire. Donc là, il s'agirait de franchir le seuil qui, jusqu'à ce jour, n'avait pas été franchi par les gardiens de la Révolution et en fait surtout l'ayatollah Khamenei, qui est celui qui pourra prendre la décision de franchir le seuil nucléaire ou non, si les Iraniens ont la conviction qu'ils peuvent effectuer ces activités proliférantes en toute clandestinité, et donc en réussissant à se cacher des Israéliens, des Américains et évidemment de la communauté internationale. Donc une première étape a été prise ce matin, étant donné que l'Iran a suspendu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui les met en porte-à-faux justement vis-à-vis de leurs engagements au regard du traité de non-prolifération nucléaire et au regard des engagements qu'ils avaient pris avec l'AIEA. Donc il y a vraiment en fait deux pistes possibles, avec bien sûr des solutions intermédiaires, car on peut s'interroger sur à quoi ressemblerait dans ce cas un dispositif nucléaire iranien. Est-ce qu'il s'agirait d'une bombe à la façon de la Corée du Nord en 2006 ou quelque chose d'un peu plus évolué?
Mais dans tous les cas, et je pense que c'est vraiment le point sur lequel je souhaite insister aujourd'hui, c'est que la communauté internationale, y compris la France, est aujourd'hui dans une situation de perte de connaissances sur le programme nucléaire iranien, avec une dépendance du coup accrue aux renseignements américains, aux renseignements israéliens, qui n'est pas nécessairement neutre lorsque l'on parle de l'Iran. Donc selon moi, l'urgence aujourd'hui est vraiment à la restauration des liens entre l'Iran et l'AIEA, faire en sorte également que l'Iran ne quitte pas le traité de non-prolifération nucléaire, car cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le régime de non-prolifération et donc sur d'autres États qui pourraient potentiellement se sentir plus à l'aise pour se doter de l'arme nucléaire à la suite. Et donc aussi, tout simplement, pousser vers une solution diplomatique, alors qu'aujourd'hui, on peut évidemment douter de son efficacité, mais on peut se rappeler tout de même que la seule façon que l'on avait de contrôler entièrement le programme nucléaire iranien et donc d'éviter la fabrication par une arme nucléaire par l'Iran, c'était bien le JCPOA, donc l'accord de Vienne, signé en 2015 et dont Donald Trump est sorti en 2018. Merci. Pour continuer sur cette lancée et après ces rappels importants qui ont été conduits, je voudrais revenir sur la décision et la conduite donc de la campagne depuis le 13 juin. Donc, pour commencer, il me semble essentiel de rappeler que l'opération israélienne avec finalement une composante américaine à l'issue s'inscrit, ne sort pas effectivement de nulle part comme l'a expliqué Héloïse, s'inscrit dans une confrontation entre Israël et l'Iran qui remonte au moins au milieu des années 80, qui a pris une acuité beaucoup plus forte après la reprise des activités du programme nucléaire iranien au début des années 2000, et enfin, de manière beaucoup plus essentielle, à la suite des attaques par le Hamas du 7 octobre 2023, le changement de paradigme stratégique d'Israël, dont la vulnérabilité avait été exposée et qui a décidé de façon extrêmement ferme de détruire les capacités militaires de ses adversaires dans le cadre d'une guerre présentée par le Premier ministre Netanyahou comme étant sur 7 fronts, Gaza étant le premier, mais seulement l'un des 7 fronts, la Cisjordanie, un front intérieur israélien, le Liban face au Hezbollah, la Syrie, où étaient présentes encore à cette période des milices chiites soutenues par l'Iran, le Yémen avec les rebelles houthis, et enfin l'Iran même. Chacun de ces fronts, de façon différente, a fait l'objet d'un certain nombre d'opérations. La guerre de Gaza, évidemment, est donc la première étape qui se poursuit aujourd'hui, se doublant d'opérations en Cisjordanie. Effectivement, c'est pas notre sujet, mais ça reste un cadre général à conserver en tête. La campagne ensuite décisive contre le Hezbollah libanais cet automne, notamment en septembre et octobre dernier, suivi de l'effondrement de la Syrie de Bachar al-Assad, selon qu'on choisisse ou non de lier les actions préemptives israéliennes en Syrie avec l'offensive conduite par les rebelles ayant amené à la chute de Bachar. Mais en tout cas, le Liban et la Syrie sont deux piliers essentiels car ils jouaient un rôle clé dans le dispositif iranien de dissuasion asymétrique, puisqu'il était entendu que pour l'Iran, si Israël devait procéder à des attaques sur son sol, il pourrait répondre en activant finalement ses partenaires régionaux, notamment le Hezbollah, qui disposait à l'époque d'un arsenal conséquent. Donc le démantèlement, la démilitarisation d'une certaine manière du Hezbollah libanais
et la décapitation de son leadership ouvre d'une certaine manière la voie à la possibilité d'une séquence et vers ce front iranien direct par Israël. La campagne directe contre l'Iran s'est amorcée en 3 temps. On a tout d'abord en avril 2024, après une première salve iranienne qui était une réponse à la frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas, frappe israélienne donc de représailles qui a permis aux forces de défense israéliennes de tester le système de défense aérienne iranien notamment, dont la réponse avait été relativement médiocre, ainsi que les réactions internationales. Donc premier temps de test. Second temps en octobre 2024, où on a eu à nouveau une nouvelle salve iranienne, qui était elle-même une réponse à la campagne d'Israël au Liban, et une réponse donc israélienne cette fois-ci beaucoup plus puissante, qui a été un cran plus loin en dégradant considérablement le système de défense aérienne intégré iranien et en ciblant déjà les moyens balistiques iraniens avec lesquels l'Iran avait tiré sur Israël, donc déjà à 2 reprises à ce moment-là. Donc on a une première phase de test, une deuxième phase d'affaiblissement, on va dire, et donc le 13 juin, ce 3e temps qui est celui d'une campagne massive de désarmement, de démantèlement donc du programme nucléaire avec des installations nucléaires qui sont ciblées pour la première fois, et de fragilisation et de déstabilisation du régime qui est une étape qui est plus effleurée que complètement menée à bout. Ma conclusion là-dessus, c'est que Israël frappe l'Iran le 13 juin, non pas parce que la menace était au plus haut, mais de façon plus opportuniste, parce qu'il existait de façon stratégique pour Israël une fenêtre de vulnérabilité iranienne élevée, la République islamique ayant perdu la main sur ses proxys et se trouvant donc dans une situation de faiblesse unique depuis 30 ans que Israël a décidé de façon stratégique d'exploiter. Il y a 3 autres facteurs à prendre en compte dans la décision israélienne. Il y a effectivement, ça a été souvent souligné, la situation politique intérieure du Premier ministre Netanyahou avec un vote de confiance à la Knesset qui venait d'être passé. Il y a, Héloïse l'évoquait à l'instant, la publication attendue du rapport de l'AIEA qui confirmait ou révélait que l'Iran avait effectivement cherché à cacher ses activités du programme nucléaire jusqu'au moins en 2020, et donc qui donnait une forme de légitimité générale, ou en tout cas un argumentaire de légitimité à la frappe. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'expiration théorique du délai de 60 jours que s'était fixé l'administration Trump pour une négociation directe avec l'Iran. Je souligne ici que les Européens partageaient d'une certaine manière avec les Israéliens la méfiance à l'égard de cette négociation directe américano-iranienne qui visait à un accord général sans garantie technique ni processus de vérification, ce qui était au cœur et la force du JCPOA. Et c'est à ce titre que les Européens, d'une certaine manière, brandissaient la menace du snapback, c'est-à-dire un retour des sanctions qui était prévu par le JCPOA en cas de non-conformité. Et l'Iran n'était effectivement plus en conformité avec ses engagements liés au JCPOA, qui est considéré comme caduc effectivement depuis au moins 2020. Les Israéliens étaient eux aussi très sceptiques vis-à-vis de cette traque de négociation de 60 jours et ont décidé de les faire dérailler à leur manière avec effectivement la mise en œuvre de frappes directes. J'accélère parce que le temps file. La campagne de frappe elle-même avec la contribution américaine. Je ne vais pas vous faire le déroulé de l'opération. Je pense que ça a déjà eu lieu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un raid initial d'ouverture du théâtre avec plus de 200 avions de combat, du soutien de guerre électronique et de ravitaillement orchestré en 5 vagues, traitant plus de 100 cibles, avec plus de 300 munitions guidées dans la première nuit du 12 au 13, opération considérable, pratiquement inédite depuis l'ouverture du théâtre irakien en 2003 et la campagne contre l'Irak en 1991.
2011 et auxquelles s'ajoutent des opérations ou des actions spéciales menées depuis l'intérieur du pays avec des opérateurs clandestins et qui va se poursuivre pendant donc 12 jours. 5 catégories de cibles par les Israéliens. Tout d'abord, les systèmes de défense aérienne, de radar et les lanceurs donc, de systèmes solaires dans les opérations dites de neutralisation des défenses aériennes ennemies, qui sont des opérations classiques d'entrée en premier sur un théâtre défendu, en sachant que ces moyens avaient été affaiblis d'une certaine manière déjà en octobre dernier. Des frappes que je considère comme préemptives sur les systèmes balistiques iraniens, puisqu'il était effectivement très fortement probable que l'Iran allait répondre avec des ripostes en utilisant ces systèmes de missiles balistiques. On n'a pas les chiffres exacts. Les Iraniens évoquent 800 systèmes détruits au sol. Ça reste à confirmer. Le cœur ensuite de la frappe qui visait donc le programme nucléaire avec les sites de transformation, les sites d'enrichissement, les centres de recherche, également les réceptacles de savoir, comme disent les Israéliens, c'est-à-dire 11 scientifiques avec des positions élevées dans le programme nucléaire qui sont ciblés. Quatrième catégorie de cible, une partie du leadership militaire du régime essentiel pour la mise en œuvre de frappes et éventuellement d'une militarisation, d'une arsenalisation du programme avec le quartier général, le ciblage de chefs d'état-major, du chef du corps des gardiens de la Révolution, des forces aériennes, etc. Une trentaine de hauts responsables ciblés, et enfin quelques sites plus larges, mais de façon assez limitée, dont quelques infrastructures énergétiques et le QG de la télévision d'État, qui pouvaient indiquer une évolution vers une ambition plus large de la campagne, qui finalement n'a pas eu lieu. La campagne de frappe israélienne fait la démonstration de 2 axes de supériorité militaire essentiels, se renforçant mutuellement. Le renseignement et le ciblage, donc avec une pénétration exceptionnelle du renseignement militaire israélien, comme on avait pu le voir au Liban, qu'on avait pu le voir sur d'autres théâtres, et qu'on l'avait déjà vu en Iran, ne serait-ce que dans le cas des éliminations ciblées d'Ismaël Haniyeh, par exemple, au mois de juillet, avec une maîtrise de la puissance aérienne. Deuxième axe considérable, la mobilisation de 200 avions de combat, par exemple, sur une flotte générale d'environ 300 avions de combat israéliens donne une idée de l'opération de maintenance, de disponibilité opérationnelle de la flotte, également des capacités de pénétration des avions de 5e génération comme le F-35, des actions de guerre électronique, etc. La participation américaine. Il n'y avait, à notre analyse, pas de volonté d'intervenir dans un premier temps, puisqu'il y avait des négociations diplomatiques directes qui devaient avoir lieu encore le dimanche précédent, suivant les premières frappes, et puis une évolution notamment de la Maison-Blanche pour aller vers un soutien de ceux qui avaient le vent en poupe, c'est-à-dire les Israéliens. Pour autant, il y a un soutien d'emblée tacite et relativement discret à minima du commandement central des États-Unis pour le Moyen-Orient, CENTCOM, avec vraisemblablement au moins du partage de renseignements et du ravitaillement en vol. L'opération Midnight Hammer, ensuite le 21 juin, qui cible donc Fordo, Natanz et Ispahan, qui est une autre démonstration de force, avec des projections depuis les États-Unis de 7 bombardiers furtifs B-2, ainsi que d'un sous-marin nucléaire d'attaque, l'utilisation donc d'un package considérable et des fameuses bombes GBU-57 de 13 tonnes, dites Bunker Buster, qui ont fait l'objet de beaucoup de développements dans la presse. Je ne précise pas. Très rapidement, la riposte iranienne, elle est restée globalement faible et peu efficace. On a malgré tout, selon les informations israéliennes, environ 600 missiles balistiques qui auraient été tirés, une centaine par jour dans les premiers jours, et puis beaucoup moins rapidement après, et 1 millier de drones, avec un bilan de 29 morts et 3500 blessés environ.
globalement peu efficace face à la défense antiaérienne israélienne, et enfin des frappes sur Doha qui ont été globalement théâtralisées avec un préavis élevé, enfin des frappes sur la base américaine au Qatar, visant vraisemblablement à éviter et les dommages civils et même des pertes militaires américaines. Pour conclure, quelques enseignements capacitaires pour la France et l'Europe. L'utilisation de la puissance aérienne avec un enjeu de disponibilité des matériels, je l'évoquais, un enjeu de capacité de ciblage en masse et un enjeu de stock de munitions. Encore une fois, vu le nombre de munitions utilisées dans une campagne aérienne de haute intensité, aujourd'hui, je ne vois pas d'armée de l'air européenne individuelle ni même combinée capable de traiter autant de cibles aussi rapidement. Il y a un enjeu sur la défense antimissile également, où les enseignements sur lesquels j'insiste sur les précautions à prendre, puisqu'il ne convient pas de pouvoir transposer les capacités antimissiles balistiques, notamment israéliennes, qui est un territoire extrêmement réduit à l'échelle de l'Europe. On n'aura pas, ou en tout cas pas de façon finançable, un système multicouche type Arrow, Front de David, SAD et Iron Dome, capable de protéger l'Europe d'une éventuelle menace russe, par exemple. Enfin, et c'est mon dernier point, la situation stratégique actuelle et prospective au Moyen-Orient. Ces opérations confirment la volonté israélienne d'exploiter leur supériorité militaire actée depuis quelques années déjà pour refaçonner le Moyen-Orient, c'est le terme qui a été utilisé, qui peut sembler de premier abord excessivement dangereuse et déstabilisatrice. Cependant, à mon sens, il ne s'agit pas d'une logique similaire à celle des néoconservateurs américains de 2003, avec une volonté de changement de régime dans le cadre d'une invasion et d'une opération de stabilisation. Israël n'en a évidemment pas les moyens, et les États-Unis n'indiquent en tout cas aucune volonté d'accompagner dans cette logique-là. Israël demeure, à mon sens, un acteur fondamentalement coercitif au Moyen-Orient face à ses adversaires, ayant essentiellement pour objectif de désarmer, d'affaiblir et éventuellement de déstabiliser les systèmes adverses par sa puissance aérienne et sa pénétration de renseignements, mais sans coordination avec d'éventuelles forces politiques qui pourraient ou non prendre la suite. C'est ce qu'on a vu au Liban, et c'est ce qui ne s'est pas passé en Iran, finalement, montrant les limites de la comparaison entre ces deux théâtres. Enfin, des acteurs régionaux qui sont globalement inquiets de la trajectoire actuelle, et une position européenne qui, ça l'a été souvent évoqué, est difficilement audible, puisqu'elle reste éventuellement discursive et modérée dans un contexte général où l'action prime et l'action est de plus en plus désinhibée. Donc on a une difficulté, effectivement, de ramener les acteurs à la table de la négociation, compte tenu des leviers et des instruments que nous utilisons, qui sont ceux de la diplomatie, de la discussion, éventuellement des sanctions économiques, et encore utilisées de façon assez parcimonieuse, et donc qui peinent à permettre aux Européens de se replacer au centre du jeu, comme on l'entend souvent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous deux. Alors j'ai bien aimé votre réflexion sur la capacité, le MCO israélien. Effectivement, ils doivent avoir les mêmes centres de certification et les mêmes principes de précaution, parce que nous, on a quelques avions des fois qui restent cloués pour une histoire de peinture qui n'est pas tout à fait pareille, ou des trucs... bon. Et je me permets, avant de lancer les questions de mes collègues, peut-être... quand vous aurez le temps, faire un petit point peut-être sur la position de la Chine et de la Russie, que j'ai trouvé bien silencieuse, mais est-ce que c'est sujet d'interprétation? N'hésitez pas à revenir dessus si vous voulez bien. Nous passons donc aux questions des collègues et des orateurs de groupe, et nous commençons par Romain Tonussi, pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Madame la responsable. La récente escalade militaire entre l'Iran et Israël a rappelé à quel point l'équilibre régional au Moyen-Orient reste fragile et susceptible de basculer à tout moment. Si le cessez-le-feu obtenu grâce à l'action décisive des États-Unis mérite d'être salué, la crise a mis en lumière une série d'enseignements que la France aurait tort d'ignorer.
Le groupe Rassemblement national tient à rappeler sa position constante. Pas d'accès à l'arme nucléaire pour un État signataire du traité de non-prolifération. Les frappes récentes doivent servir d'avertissement clair au régime iranien. Il ne lui sera jamais permis de franchir ce seuil. Mais au-delà des mots, cette séquence a montré la valeur des moyens. Israël a su conjuguer renseignement et efficacité opérationnelle. Si ses capacités technologiques sont indéniables, c'est l'appui de relais humains sur le terrain qui a permis de frapper juste. Cela doit donc nous interroger sur notre propre dépendance croissante au renseignement technique, au détriment de la présence humaine, plus lente à reconstruire mais essentielle à la diversité de nos moyens de renseignement. Sur le plan des capacités militaires, cette crise est aussi une leçon. Les attaques balistiques et de drones menées par l'Iran ont été largement neutralisées par les systèmes multicouches israéliens, illustrant l'efficacité d'une défense aérienne diversifiée et stratifiée. Certes, nous disposons de capacités solides, notamment avec les systèmes SAMP-T en cours de modernisation, mais il nous faut désormais consolider cet effort en augmentant nos stocks et en investissant dans les technologies émergentes. Enfin, permettez-moi d'exprimer notre étonnement face à l'interdiction au dernier moment de plusieurs stands israéliens au Salon du Bourget, sous prétexte qu'ils exposaient des systèmes dits offensifs, alors même que ces équipements sont au cœur de la stratégie de riposte d'un pays allié. Une telle décision envoie un signal pour le moins incohérent. J'aimerais donc vous poser 2 questions précises. Premièrement, dans quelle mesure la France peut-elle aujourd'hui reconstruire une capacité de renseignement humain solide et résiliente ? Deuxièmement, au plus fort de la crise, l'Iran a suspendu sa coopération avec l'AIEA et menacé de se retirer du traité de non-prolifération. Un tel retrait en rompant tout cadre de vérification pourrait-il, selon vous, accélérer la progression du programme iranien et encourager d'autres puissances régionales à suivre la même voie ? Je vous remercie. Merci. Madame, monsieur. Je peux commencer peut-être avec votre question, Monsieur le Président, sur la Chine et la Russie. Donc la position russe était assez conforme à celle à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire que le partenariat stratégique qui a été signé entre l'Iran et la Russie ne prévoyait pas d'accord de défense mutuelle. Il y avait juste un pacte de non-agression, c'est-à-dire que la Russie s'était engagée implicitement à ne pas soutenir Israël si jamais Israël attaquait l'Iran. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'aide concrète russe à Israël pour attaquer l'Iran, en considérant les relations complexes qui existent entre la Russie et Israël, et également entre la Russie et l'Iran. Donc la Russie s'est montrée tout de même en soutien de l'Iran sur le plan du droit international, au niveau de la communauté internationale, de l'ONU, et s'est brièvement également offerte en tant que médiatrice pour essayer de revenir vers un accord sur le nucléaire iranien. Il faut se rappeler que la Russie est signataire du JCPOA et que la première visite à l'étranger du ministre des Affaires étrangères iranien après l'attaque était justement à Moscou. Et hier, notre président, donc Emmanuel Macron, s'est justement entretenu avec Vladimir Poutine en partie pour parler de l'Iran. Donc on peut peut-être s'attendre à un rôle plus important de la Russie dans les négociations. Par contre, à contrario, on peut souligner peut-être la faiblesse des systèmes russes qui avaient été envoyés à l'Iran, notamment des S-300, et donc qui ont été notamment détruits par Israël l'année dernière. La position de la Chine a été encore plus modérée, avec un soutien essentiellement oral et au niveau de la communauté internationale. Vas-y. Pour compléter sur Russie notamment, on a une Russie qui a eu un gain immédiat et modéré à la crise du fait de la hausse assez maîtrisée en fait du prix du baril, puisqu'on sait que les revenus de la Russie dépendent de façon directe du coût du prix des hydrocarbures. Donc il y a eu cet effet, mais qui finalement est resté modéré. En revanche, on a eu un malaise très clair du côté de Moscou, qui, dans le cadre de son partenariat stratégique, qui s'était quand même considérablement renforcé avec l'Iran au cours de ces dernières années, s'est montré incapable finalement de porter secours à son allié ou son partenaire stratégique iranien, et qui effectivement a essayé de se positionner en médiateur, on le sait, vis-à-vis des Américains, et Donald Trump lui-même a répondu de façon assez
assez négligente, on va dire, face aux propositions russes, puisqu'il considérait que la Russie devait d'abord faire montre d'avancer sur son propre dossier ukrainien avant de se positionner comme médiateur. La Chine est effectivement restée relativement discrète, a en tout cas sans doute joué un rôle au moins pour décourager une éventuelle volonté iranienne de bloquer le détroit d'Ormuz, dont on sait qu'il joue un rôle pour les approvisionnements stratégiques de la Chine, pas uniquement de la Chine, mais qui aurait été de nature éventuellement à changer la position relativement bienveillante de la Chine à l'égard de la République islamique jusqu'à présent. Oui, alors sur la deuxième, et il faut se rappeler aussi que la Chine et la Russie n'ont aucun intérêt à voir l'Iran se doter d'une arme nucléaire, et les deux respectent encore le traité de non-prolifération qui les interdit d'aider une puissance non nucléaire à franchir le seuil. Alors monsieur le député, par rapport à votre question plutôt sur le retrait effectivement iranien du traité de non-prolifération et la suspension de sa coopération avec l'AIEA, donc la suspension de la coopération a été validée par le président iranien ce matin. Alors on ne sait pas encore quelles vont être les conséquences sur le terrain, parce que déjà les sites qui ont été frappés par Israël et les États-Unis sont évidemment beaucoup plus difficiles d'accès qu'auparavant pour les inspecteurs étrangers qui sont présents en Iran. Il n'y a plus la possibilité d'envoyer désormais de nouveaux inspecteurs. Il est très probable que les inspecteurs présents actuellement vont être expulsés d'Iran, et les quelques possibilités d'inspection, et notamment l'exploitation de données, l'accès à certains sites qui étaient encore possibles pour l'AIEA, là ne seront plus en fait possibles du fait de cette suspension. Et donc via en fait cette suspension, l'Iran, qui n'était pas complètement en violation de ces accords avec l'AIEA, là se place en fait en violation, et donc c'est une sorte de première étape vis-à-vis d'une sortie peut-être plus large du régime de non-prolifération. Cependant, en parlant de sortie du traité de non-prolifération, je pense que ce serait contre-productif pour les Iraniens, étant donné que leur récit actuel est d'expliquer qu'ils sont un État non doté de l'arme nucléaire, ce qui est bien le cas. L'Iran n'a pas d'arme nucléaire et n'en avait pas avant les frappes du 13 juin. Et donc, en sortant du TNP, il ne ferait qu'alimenter justement le récit, notamment israélien, expliquant que le programme n'avait pas d'autres applications que d'être militaire, et qu'il ne s'agissait que d'une question de jours ou de semaines avant que l'Iran ne possède une arme nucléaire fonctionnelle. Donc je pense qu'il serait contre-productif pour les Iraniens de sortir du TNP. Après, ils peuvent évidemment le faire. Ils se placeraient du coup dans une situation assez similaire à celle de la Corée du Nord, ce qui n'est peut-être pas enviable même pour l'Iran. Et il est certain qu'une sortie par l'Iran du TNP serait un coup dur pour la communauté internationale, pour le régime international de non-prolifération, à l'heure où les armes nucléaires apparaissent plus désirables qu'avant, notamment du fait de la guerre en Ukraine, d'une impression de sanctuarisation agressive qui est nécessaire qui est possible grâce aux armes nucléaires. L'Arabie Saoudite s'était déjà exprimée à plusieurs reprises sur le fait que si jamais l'Iran franchissait le seuil nucléaire, alors il se réservait le droit aussi de développer une arme nucléaire. Bon, ils sont beaucoup moins avancés techniquement que l'Iran, mais ça pourrait là aussi justifier leur récit d'un besoin d'armes nucléaires. Cependant, pour moi, les risques les plus importants en cas de désagrégement du TNP sont plutôt en Asie du Nord-Est, notamment donc en Corée du Sud et au Japon, qui sont en fait les deux pays aujourd'hui les plus avancés en termes de prolifération nucléaire et également balistique. Mais cela nous met dans une position un peu particulière, étant donné que ce sont des pays alliés et partenaires. Et donc, il y a toute une réflexion à avoir, en fait, sur justement le risque de prolifération alliée. Et il faut espérer que les États-Unis, qui étaient jusqu'à présent justement les garants, enfin une partie importante des garants de cette norme de non-prolifération, continuent de la maintenir. Et ce n'est pas certain quand on voit certains propos de Donald Trump. Bon, sur la question sur le renseignement humain, évidemment, c'est difficile d'y répondre, et de la part de chercheurs n'étant pas membres de la communauté du renseignement, et dans le cadre d'une audition ouverte à la presse, surtout pour ce qui est du renseignement humain, je pense que de manière très, très concrète, on aurait tort d'opposer renseignement humain et renseignement technique. Les deux se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire que si vous disposez d'une bonne trame de renseignement technique, ça peut faciliter
faciliter l'exploitation ou l'insertion et éventuellement de renseignements humains. Ensuite, vous avez un travail évidemment sur les capacités, et j'insiste sur les capacités d'analyse aussi, pas uniquement de collecte. Ça a été, on a bien aussi un enseignement de ces dernières années, c'est qu'on peut accroître aujourd'hui de façon exponentielle la collecte de renseignements si on n'a pas les capacités de traitement, d'analyse, d'exploitation et d'alimentation d'une boucle de décision. Finalement, d'une certaine manière, le renseignement reste lettre mort. Et compte tenu des risques inhérents à l'exploitation du renseignement humain dans un pays comme l'Iran, avec une répression considérable et un État dont le niveau de contrôle et de surveillance est encore accru à la suite de ces frappes. On l'a vu avec des exécutions publiques ces derniers temps de soi-disant espions. En tout cas, la chasse aux espions est effectivement ouverte. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'accès au théâtre iranien sera excessivement difficile et demandera de la part des services de renseignement qui veulent s'y livrer des moyens considérables. Donc c'est aussi un enjeu de moyens et de prise de risque politique. Merci beaucoup pour ces réponses. La parole est à présent à François Cormier-Bouligeant pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, j'avais initialement prévu de vous interroger sur les scénarios de prévention de prolifération incontrôlée, mais votre intervention liminaire m'a fortement interrogé, ce qui est une forme d'euphémisme. Je vais donc vous poser 3 questions précises et directes basées sur 5 rappels. 1. La révolution iranienne de 1979 a porté au pouvoir un régime théocratique, fondamentaliste, chiite, avec l'ayatollah Khomeini. 2. Ce régime a nourri depuis le début le macabre dessein de détruire entièrement Israël, une démarche qui n'a pas été abandonnée depuis. Je rappelle qu'Israël est la seule démocratie de la région. 3. En 2015, l'Iran a signé avec le P5+1 un accord, le JCPOA dont vous avez parlé tout à l'heure, qui stipulait, en échange de l'abandon de sanctions, qui stipulait que le régime iranien s'engageait à limiter l'enrichissement de l'uranium à 3,67% pendant une durée de 15 ans, donc jusqu'en 2030, et en ne gardant qu'un stock limité d'uranium faiblement enrichi, 300 kilos. 4. Le 7 octobre, un des proxys de l'Iran, le Hamas, a déclenché un véritable massacre en Israël de plus d'1 millier de civils dans les kibboutz, des populations pacifistes, où des Gazaouis venaient travailler tous les jours, de populations civiles, des jeunes, et accessoirement de l'armée, déclenchant évidemment une riposte d'Israël, qu'il savait être une riposte particulièrement difficile, et on en voit les conséquences aujourd'hui, et mettant fin aux accords d'Abraham, parce que vous avez présenté la situation dans le Proche et le Moyen-Orient à votre façon, mais à l'époque, il y avait des accords d'Abraham qui étaient signés ou en cours de signature avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et avec l'Arabie saoudite. 5. L'AEA a montré qu'il y avait un stock d'uranium enrichi à plus de 60%. Donc, mes questions, 1, comment pouvez-vous parler d'entre-deux alors que très clairement le stock d'uranium enrichi est à destination d'une utilisation militaire? 2, peut-on laisser l'Iran devenir une puissance non seulement du seuil, mais une puissance dotée, sans conséquence dans la région et dans le monde? 3e question, vous dites qu'il n'y a aucun intérêt pour la Russie à aider l'Iran à se doter de l'arme nucléaire, parce que par respect du traité de non-prolifération et dans leur propre intérêt, sauf que nous voyons bien depuis 2014 et depuis 2022 que la Russie ne respecte pas. Vous avez la parole, merci. Merci, monsieur le député, pour ces rappels. Alors, première question sur l'uranium enrichi. Donc, il n'y a pas d'uranium enrichi à plus de 60%. Il s'agissait de particules enrichies à 83,7% qui ont été détectées pendant un temps extrêmement court et dont l'AIEA a reconnu qu'il s'agissait
d'un défaut de configuration des centrifugeuses. Donc aujourd'hui, l'état des 9 tonnes d'uranium enrichi, donc 400 kg d'uranium enrichi jusqu'à 60%, c'est un fait qui est souligné par l'AIEA. Et vous avez ici, si ça vous intéresse, les 2 derniers rapports qui ont été publiés par l'agence donc fin mai 2025, il est vrai que cette quantité d'uranium enrichi n'a pas d'application civile. C'est certain. Cependant, il n'y a pas non plus de signe d'une arsenalisation et de la fabrication d'une arme nucléaire par l'Iran. Par exemple, en termes d'uranium métal, les quelques kilos d'uranium métal qui ont été fabriqués par l'Iran ont été ensuite placés sous contrôle de l'AIEA. Il y a notamment des étapes supplémentaires en termes de détonique qui n'ont pas été effectuées. Et on peut se demander aussi, par exemple, pourquoi le Japon maîtrise entièrement le cycle du plutonium. Donc, sur le plan légal, en termes de conformité vis-à-vis du traité de non-prolifération, l'Iran était en conformité en fait vis-à-vis de ses engagements du TNP et également de l'AIEA. Donc le directeur de l'AIEA lui-même et du JCPOA jusqu'à ce que les Américains en sortent en mai 2018. Donc effectivement, encore aujourd'hui, jusqu'à ce matin et la remise en cause des accords entre l'Iran et l'AIEA, l'Iran se conformait dans la majorité avec ces agréments vis-à-vis de l'AIEA. Donc en fait, la meilleure chose à faire à nouveau pour éviter que l'Iran ait une arme nucléaire, c'était bien le JCPOA qui assurait un contrôle total sur l'uranium, également sur la production de missiles balistiques, sur les capacités d'enrichissement, et dont Donald Trump en fait est sorti unilatéralement en mai 2018. Et donc c'est l'une des conséquences. Aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui est une conséquence de la sortie par Donald Trump du JCPOA. Donc aujourd'hui, pour regagner en fait une connaissance suffisante du programme nucléaire iranien, eh bien, il faut à nouveau repasser par la diplomatie, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si les Iraniens avaient encore besoin d'une motivation pour potentiellement proliférer, les Israéliens, qu'on rappelle, sont eux dotés de l'arme nucléaire, viennent en fait de leur donner, tout simplement. Il y avait déjà un narratif favorable à la bombe nucléaire en Iran ces derniers mois, justement parce qu'ils voyaient que la dissuasion conventionnelle qui était basée sur les missiles balistiques et les milices s'épuisait. Donc il y avait en fait des efforts en interne de l'Iran, dans les think tanks, au Parlement, pour essayer de faire changer l'ayatollah Khamenei de position sur le nucléaire iranien. L'ayatollah Khamenei, lui, est resté pour l'instant sur sa décision de ne pas fabriquer d'armes nucléaires, de ne pas autoriser de franchir le seuil. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le calcul justement qui va être pris par l'Iran, parce qu'ils peuvent se dire la meilleure façon de prévenir de nouvelles frappes sur le territoire iranien, c'est justement de disposer de capacités de dissuasion suffisantes et potentiellement en fait d'une arme nucléaire. Et dernier point sur les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham n'ont pas été dénoncés ni par les Émirats, ni par Bahreïn, ni par le Maroc après le 7 octobre. Et on s'attend au contraire peut-être à ce que, alors ce sont uniquement des rumeurs, mais à ce que la Syrie normalise ses relations avec Israël. Donc pour le coup, au niveau de l'équilibre régional, il y a encore des pistes effectivement de normalisation des relations. Merci beaucoup. La parole est à Aurélien Saint-Toul pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci Monsieur le Président, merci Madame et merci Monsieur de vos propos. Je tiens d'abord à m'excuser puisque j'ai dû m'absenter pour aller voter en hémicycle et revenir, mais les miracles de la technique sont tels que j'ai pu profiter de l'essentiel de votre propos grâce à la retranscription par notre collaborateur de groupe. Je suis dans une situation particulière parce que, d'une certaine façon, je n'ai rien à ajouter à ce que vous venez de dire. Vous venez de préciser, de donner les faits, l'état du droit, le fait que Israël et les États-Unis ont choisi délibérément de ne pas respecter le droit international pour se donner des garanties vis-à-vis d'une menace qu'ils ont manifestement exagérée sur la scène internationale, exactement comme ils ont exagéré cette menace lorsqu'il s'agissait, en tout cas dans le cas des États-Unis, lorsqu'il s'agissait des armes de destruction massive
en Irak. Cela ne signifie évidemment pas que l'Iran n'était pas une puissance agressive à l'égard d'Israël ou de nombreux autres voisins, et à l'égard en particulier des flux internationaux qui circulent dans la zone de la mer Rouge et d'Ormuz. Néanmoins, le choix a été fait effectivement de violer le droit international par les États-Unis et par Israël, et c'est bien ça qui devrait nous préoccuper. Alors, si j'ai une question à vous poser, peut-être, c'est de savoir comment vous interprétez, vous, la différence de traitement qui a pu être réservée, par exemple, à l'attitude notoirement proliférante de la Corée du Nord et celle plus ambiguë de l'Iran. Merci, Madame. Monsieur, la parole est à vous. Je laisserai Héloïse réagir peut-être sur Corée du Nord. De manière, voilà, pour rebondir sur les deux derniers échanges, on a effectivement du côté du comportement de la République islamique d'Iran depuis des décennies une menace avérée et qui a été caractérisée et qui s'est traduite par des actions hostiles, des tirs de missiles balistiques, du soutien à des groupes terroristes et reconnus comme tels, qui évidemment changeaient d'une certaine manière le paradigme régional si on s'intéresse au strict programme nucléaire et si on prenait en compte l'ensemble des facteurs et des interactions. Ça a été rappelé, le soutien à un certain nombre de groupes. On est un petit peu réticent à l'IFRI sur le terme de proxy, puisque ça donne l'impression que les groupes soutenus par l'Iran ne sont que des marionnettes de l'Iran. Ils ont aussi des volontés propres, mais ils entretenaient effectivement et bénéficiaient de soutien technique, financier, stratégique de l'Iran. De ce point de vue-là, et qui intégrait d'une certaine manière un argumentaire sur la légitimité générale d'une opération contre l'Iran qui effectivement ne respectait pas la lettre de la légalité du droit international public ici. Après, nous, on n'est pas là pour donner un jugement politique sur ces choix-là. Sur la Corée du Nord, je te laisse Mais je pense justement qu'en fait, la principale différence de traitement entre Corée du Nord et Iran, c'est le fait, comme ça a été rappelé, que l'Iran a des activités conventionnelles et hybrides très agressives, évidemment, dans la région. Et mon propos n'a jamais été de diminuer la menace que pouvait représenter effectivement l'Iran, notamment pour les forces occidentales dans la région, pour Israël. On peut se rappeler les attentats effectués par le Hezbollah aussi au Liban dans les années 1980 et en Europe. Et donc, effectivement, il y a une volonté peut-être un peu plus hégémonique de l'Iran au Moyen-Orient qui était soutenue par cette ambiguïté, en fait, autour du programme nucléaire, même si, à nouveau, le programme nucléaire iranien est celui qui a été le plus inspecté de tous les programmes nucléaires au monde, notamment entre 2015 et 2018. De ce fait, je pense que la Corée du Nord représentait et représente peut-être moins aujourd'hui une menace peut-être moindre en fait pour la communauté internationale, avec aussi des parrains peut-être un peu plus volontaires pour défendre la Corée du Nord, donc notamment la Chine à l'époque, la Chine et la Russie aujourd'hui. La prolifération aussi nord-coréenne s'est faite d'une façon beaucoup plus discrète que l'Iran, justement parce que la Corée du Nord a peut-être moins accepté de collaborer avec l'AIEA. Ils ont notamment développé des réacteurs plutonigènes totalement sans que les inspecteurs étrangers ne s'en rendent compte. Et puis là aussi, une volonté différente de potentielle prolifération en Iran et en Corée du Nord. Donc le programme nucléaire militaire iranien d'avant 2003 était vraiment la conséquence en fait de la guerre Iran-Irak, et une volonté de dissuasion pour empêcher qu'une telle guerre ne se reproduise, alors qu'en Corée du Nord, on était plutôt on l'est toujours, vers une volonté plutôt de protection en fait du régime nord-coréen, même si
Et c'est un point d'inquiétude évidemment pour la communauté internationale. La doctrine nucléaire nord-coréenne, elle commence à évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus agressif, notamment envers la Corée du Sud et le développement de missiles capables de frapper les États-Unis. Mais les deux situations en termes de prolifération ne sont pas du tout comparables, étant donné que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires alors que la Corée du Nord en possède. Je dirais juste pour conclure que aussi le précédent nord-coréen joue un rôle important dans l'incapacité de la communauté internationale à agir pour éviter la prolifération nord-coréenne, d'une certaine manière pour rendre plus attractif, malheureusement pour l'Iran aujourd'hui, une piste qui est celle de la prolifération effective. Ça a déjà été le cas dans le champ balistique, puisque la Corée du Nord est le principal proliférant balistique qui a permis à l'Iran de se doter des vecteurs qui aujourd'hui frappent la région, Israël et également le Qatar. Et on peut craindre que d'une certaine manière la piste nord-coréenne, avec une sortie du TNP, puis 3 ans plus tard un premier essai semi-réussi et ensuite une série d'essais réussis, sans réaction de la communauté internationale, d'une certaine manière, justifie rétroactivement aux yeux de l'Iran que ça reste la piste la plus sûre. Et donc, aussi bien la sortie du JCPOA d'un côté sur les garanties à la négociation que le refus d'intervenir en Corée du Nord de la communauté internationale, finalement, tendent à justifier le chemin de la prolifération et de la violation du TNP. Merci pour ces réponses. Nous passons à présent la parole à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, comparaison n'est pas raison, mais il est difficile de ne pas tenter de placer l'intervention américaine en Iran dans une perspective historique, celle de son action au Moyen-Orient. Plus que l'Afghanistan, c'est peut-être l'intervention en Irak qui est la plus éclairante sur les raisons fondant l'intervention américaine à l'époque et les sous-jacents idéologiques de l'administration Bush en son temps. Je me permets de citer l'ouvrage de Dario Battistella, Le retour à l'état de guerre, qui est pour moi un point de référence majeur sur l'analyse de cette guerre en Irak. Premier parallèle, vous avez avancé, Madame Fayet, des éléments factuels indiquant que jusqu'au 13 juin, qu'il n'y avait pas de signe d'arsenalisation, que les choses ont évolué par la suite. En Irak, la question des armes de destruction massive avait été centrale. Aujourd'hui, on peut donc questionner cet élément en Iran. Comment jugez-vous la crédibilité des informations via l'AIEA sur la réalité de la menace iranienne, son évaluation, sa capacité à disposer d'informations stabilisées? Comment peut-elle conclure que des programmes ont été cachés, par exemple? Il n'y a pas de suspicion, mais il semble important de rappeler ces enjeux de façon plus précise, d'ouvrir un peu la boîte noire, car il s'agit d'un élément fondamental pour appréhender ce qui s'est passé en Iran. Second point, sur les sous-jacents idéologiques de l'intervention américaine. En Irak, le mouvement néoconservateur, les Faucons, ont été considérés comme importants dans le déclenchement de l'intervention. Vous y avez fait référence très rapidement. Peut-on qualifier aujourd'hui d'un point de vue théorique les raisons justifiant l'intervention de l'administration Trump? Vue comme isolationniste, cette intervention a pu surprendre. Vous semblez la qualifier d'opportuniste. On suivit ceux qui avaient le vent en poupe, selon vos termes. Est-ce aujourd'hui la meilleure façon de qualifier la doctrine américaine? Dernier point relatif au déclassement américain dans le concert des nations, au regard notamment de la Chine. Faut-il y voir aussi dans cette intervention américaine un écho au désordre international actuel, un ressort de sa volonté de réaffirmation de puissance sur la scène internationale, ou doit-on aujourd'hui penser la doctrine américaine seulement comme transactionnelle et opportuniste? Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos questions, monsieur le député. Donc, je vais répondre à votre question sur la crédibilité de l'AIEA. Alors, jusque justement aux frappes du 13 juin, donc l'AIEA publiait tous les 3 mois 2 rapports relatifs à la situation en Iran. Donc, un rapport par rapport aux obligations de l'Iran vis-à-vis du TNP et un rapport vis-à-vis des obligations de l'Iran concernant la résolution 2231, donc qui est la transcription au niveau onusien du JCPOA. Donc ces rapports sont rédigés par des inspecteurs qui sont qui étaient encore sur place avant le 13, qui sont toujours, qui avaient donc accès au site avec des inspections régulières de certains sites nucléaires. Donc vous avez tous les détails dans les rapports, des inspections
sans prévenir évidemment les Iraniens afin qu'ils n'aient pas la capacité de dissimuler certaines choses. Mais l'AIEA reconnaît évidemment ses limites, notamment car l'Iran a choisi d'arrêter d'appliquer le protocole supplémentaire de ses garanties vis-à-vis de l'AIEA après la sortie par Donald Trump du DCPOA et également après, en fait, c'était précisément après la mort du général Soleimani dans une frappe américaine donc en Irak, ce qui montre à quel point en fait ce qui se passe au Moyen-Orient via les milices est connecté également au programme nucléaire et donc l'AIEA reconnaît évidemment avoir tout de même perdu une partie de ses connaissances sur le programme nucléaire iranien à propos de certaines choses spécifiques, notamment la construction la construction de pièces pour des nouvelles centrifugeuses et puis quelques autres sites. Donc en fait il y a toujours en fait des points de contestation entre l'Iran et l'AIEA, et c'est notamment cela en fait qui a fourni, on va dire, qui a alimenté ce narratif israélien autour de la nécessité d'effectuer les frappes, mais qui sont en fait, quand on lit le rapport, liés à nouveau aux activités militaires conduites par l'Iran avant 2003. Car en fait, il y a encore des questions de transparence à propos de ce qui a été fait avant 2003 et certains points en fait de contentieux entre l'Iran et l'AIEA qui ne sont pas encore fixés. Cependant, l'agence fait vraiment du mieux qu'elle peut avec le budget limité dont elle dispose, sachant que les inspecteurs de l'AIEA sont mobilisés dans tous les pays qui disposent d'énergie nucléaire. Ils sont également très mobilisés en Ukraine pour la défense en fait et l'inspection des centrales nucléaires ukrainiennes. Et on peut le rappeler, le ciblage d'installations nucléaires est contraire justement à l'esprit du traité de non-prolifération quand ces installations sont protégées par des garanties de l'AIEA, ce qui était le cas dans le cadre en fait de ces installations nucléaires iraniennes. Donc l'AIEA fournissait, on va dire, une transparence relative par rapport au programme nucléaire iranien, en essayant de s'affranchir des barrières qui étaient placées elles-mêmes, qui étaient placées par les Iraniens, notamment les difficultés d'accès au site. Et donc tout cela doit, et on en a parlé, être complété également par les services de renseignement américains, israéliens, européens. Et donc là aussi, il y a toute une capacité en fait supplémentaire à construire sur le suivi du programme nucléaire iranien, en particulier si la coopération avec l'AIEA est suspendue. Très rapidement sur votre question sur la conception théorique et idéologique de l'administration actuelle. Alors, il est toujours évidemment hasardeux de se livrer à une forme d'exégèse d'une administration qui ne fait que commencer à se mettre en place et qui est encore travaillée par différents courants et différentes hésitations. On le sait, au sein de l'administration, tout le monde n'était pas favorable à la conduite de ces frappes. Là où je suis assez ferme, c'est sur le fait que le courant néoconservateur, effectivement, n'est pas représenté, est totalement marginalisé au sein de l'administration. Il n'y a pas de volonté de transformer le Moyen-Orient et d'installer de nouvelles démocraties par la force avec des actions militaires et des actions d'occupation ou de stabilisation, comme ça avait pu être le cas en 2003, en 2001 et en 2003 en Afghanistan et en Irak. Et ce courant interventionniste n'est pas du tout représenté. Au contraire, c'est contre lui, en partie contre lui, que la base MAGA, donc Make America Great Again, s'est consolidée. En revanche, on entend beaucoup Donald Trump parler de volonté de signer des accords, de faire des accords. Il y a une mauvaise compréhension en Europe de ce qu'il s'agit quand il parle de faire des deals, puisque le deal n'est pas fondamentalement le fruit vu par Donald Trump d'une négociation avec des concessions et une dimension technique de ces négociations, mais une vision fondamentalement unilatérale de ce qu'est un accord, fondamentalement marquée par la coercition ou la menace de coercition, à la fois militaire ou économique,
aussi bien de ses alliés et de ses partenaires que de ses adversaires. Et c'est dans cette logique de coercition par la projection de puissance militaire, mais on a eu aussi de la projection de la coercition économique par des sanctions massives et la politique de pression maximum qui était celle de Donald Trump au cours du premier mandat, qu'il faut lire, à mon sens, la contribution américaine. Et le fait que dès le lendemain des frappes, d'une certaine manière, Donald Trump a appelé l'Iran à se rendre et à signer un accord ou à faire des concessions, et à mon avis l'expression de cette conception de la politique internationale qui, encore une fois, n'est pas fondée sur la prise de responsabilité de l'action militaire avec, on peut dire ce qu'on veut, des néoconservateurs, mais d'une certaine manière un suivi de leur plan. Et là, il n'y a pas d'alternative politique ou de volonté de renverser le régime iranien. Il n'y a pas eu de soutien aux déclarations du Shah, par exemple, pour renverser le régime, etc. En revanche, il y a eu des menaces effectives sur la personnalité de Khamenei, mais encore une fois, sans option de remplacement, dans une logique de coercition. Merci beaucoup. La parole est à Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, Madame la responsable du programme de recherche, merci pour vos éclairages et analyses. Il apparaît clair que la stratégie de sécurité iranienne, articulée autour de ses milices affiliées, de ses capacités balistiques et de la perspective d'une réussite de son programme nucléaire militaire, a été défiée et mise en échec par l'armée israélienne, au moins à court terme. Cependant, l'article du Grand Continent auquel vous avez contribué, Madame Fayette, souligne que cette opération de retardement du programme nucléaire militaire peut paradoxalement participer à la prolifération. En effet, quel intérêt pour les puissances régionales de respecter le droit international et le système de non-prolifération nucléaire alors que la dissuasion conventionnelle apparaît insuffisante et la violence étatique totalement décomplexée? Combien d'ex-États soviétiques regrettent-ils amèrement aujourd'hui que l'Ukraine ait rendu les armes nucléaires de l'URSS à la Russie contre une promesse de papier? De nombreux États, certains alliés des États-Unis, peuvent analyser cette opération comme la confirmation de l'intérêt d'un programme nucléaire national, donc de relancer la prolifération. Dès lors, quel futur pour le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires? Et vu de la France, quelle perspective pour notre doctrine de dissuasion? L'usage de notre arme nucléaire, fondée sur le principe du faible capable de dissuader le fort, grâce à l'ambiguïté stratégique, peut-elle résister à des acteurs déterminés, eux-mêmes dotés, et s'affranchissant de tout droit de la guerre? Je vous remercie. Merci. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le député. Merci d'avoir lu effectivement cet article commun sur les leçons militaires et nucléaires de la guerre des 12 jours. Alors peut-être juste un point sur effectivement les armes nucléaires soviétiques qui étaient déployées sur le territoire de ce qui est devenu l'Ukraine et puis également au Kazakhstan et en Biélorussie. Si l'Ukraine les avait conservées, alors qu'il n'avait pas le contrôle de ces armes nucléaires, il n'aurait pas pu signer le traité de non-prolifération nucléaire, donc il n'aurait pas été directement intégré à la communauté internationale, et les analystes ukrainiens spécialistes du sujet considèrent en réalité que ça aurait probablement accéléré une opération russe sur le territoire ukrainien pour regagner le contrôle des armes nucléaires. Donc pour le coup, je pense que l'Ukraine peut le regretter peut-être partiellement aujourd'hui, mais qu'à l'époque et encore maintenant, c'était vu comme la bonne décision à prendre. Mais effectivement, comme on l'a exposé, ces opérations américaines et israéliennes posent question sur le futur du régime de non-prolifération, mais à nouveau, tout dépendra de l'option que choisit l'Iran. C'est-à-dire que si ces frappes ont été suffisamment dissuasives pour convaincre l'Iran qu'ils ne peuvent pas développer un programme nucléaire complètement clandestin, car les services de renseignement américains et israéliens s'en rendront compte et qu'en fait ça n'en vaut pas la peine et qu'une solution diplomatique est trouvé et que, en fait, à nouveau, le coût de développement d'une arme nucléaire est supérieur aux bénéfices qu'ils peuvent en tirer, alors dans ce cas, effectivement, on peut espérer que ça ne donnera pas d'idée à la Corée du Sud, à l'Arabie Saoudite, à la Turquie ou à d'autres pays.
À l'inverse, effectivement, si cela ne fait que convaincre qu'il n'y a qu'une arme nucléaire qui peut protéger d'attaques par des puissances nucléaires, alors effectivement, cela peut pousser vers la prolifération. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs options qui sont possibles. Et puis, il y a vraiment quelque chose à avoir en tête, c'est que, et on l'a rappelé, c'est que si la stratégie de latence nucléaire de l'Iran n'a pas fonctionné, c'est aussi parce que sa dissuasion conventionnelle basée sur les milices et les missiles balistiques a échoué avant. Et donc on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu justement le 7 octobre, peut-être que là aussi on n'en serait pas dans la situation actuelle. Et enfin, les conséquences sur la doctrine de dissuasion française. Alors, je pense qu'elles sont pour l'instant minimes, notamment parce que la doctrine de dissuasion française est dirigée principalement vers des adversaires étatiques qui possèdent déjà l'arme nucléaire, donc des États dotés de l'arme nucléaire. Enfin, pas quand même. Même si effectivement tous les pays sont susceptibles de menacer les intérêts vitaux français, mais je pense que c'est une inquiétude plus large vis-à-vis du respect effectivement du droit international et du futur de la maîtrise des armements qui peut poser problème à la doctrine de dissuasion française. Mais là, on est quand même plus sur une question du respect de la non-prolifération au sens large plutôt qu'une remise en cause de la doctrine de dissuasion française. Merci beaucoup. La parole est à Geneviève Darrieussecq pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, je vous remercie beaucoup pour tous les renseignements que vous nous avez donnés et ils sont nombreux et vous avez répondu à beaucoup de questions. Moi, je suis frappée, bien sûr, comme beaucoup de monde, par ce monde incertain dans lequel nous sommes maintenant, avec... bien sûr, très simplement, un affaiblissement de l'ordre juridique international à tous les niveaux. L'ONU ne représente en définitive plus grand-chose. Les traités sont bafoués par les uns et les autres. Et je n'ai pas le sentiment, peut-être me direz-vous le contraire, mais qu'avec des dirigeants pour qui le deal, c'est de la coercition et de façon unilatérale, nous arriverons à faire de la diplomatie. Comment retomber sur nos pattes et comment avoir un monde où nous pouvons parler ensemble et où nous pouvons effectivement retrouver des équilibres. Et puis, dans le contexte du Moyen-Orient et avec le conflit avec l'Iran et Israël, je suis frappée, alors peut-être que je me trompe et vous me le direz, je suis frappée par le silence un petit peu des voisins de l'Iran et des pays de l'Arabie saoudite depuis le 7 octobre 2023, qui en définitive, on a l'impression qu'ils laissent faire Israël en les regardant. Alors ils sont dans les accords d'Abraham, je sais bien, et je pense que justement ces accords sont essentiels et qu'il va falloir retisser dans cette région du monde. Il va falloir retisser véritablement des accords encore plus solides. Mais c'est vrai qu'on a vu une espèce de silence un petit peu de tous ces pays qui regardaient, qui laissaient faire entre guillemets, mais qui n'avaient même pas d'action, visible en tout cas diplomatique. Peut-être que vous me direz l'inverse. Et tout cela pose aussi question. Alors j'ai bien conscience des sunnites, chiites, bien sûr. Très rapidement là-dessus, parce que ça nous emmènerait évidemment dans des grandes considérations géopolitiques. On a effectivement des pays du Golfe, notamment, qui pendant longtemps ont été dans une situation de confrontation géopolitique générale avec l'Iran, qui avaient depuis au moins 3 ans changé considérablement leur approche pour aller aussi à l'aune de l'affaiblissement de l'axe de la résistance conduit par l'Iran, d'une médiation chinoise, d'une reconfiguration de la présence américaine, commencer à réengager le dialogue avec la République islamique de façon discrète et sans pour autant renoncer à la compétition qui était la leur pour un certain nombre de zones et d'espaces et de communautés
dans la région, dont l'Irak, dont la Syrie, etc., avec également un jeu de la Turquie qui finalement a évolué, avec une compétition qui se réduisait un petit peu ces derniers temps, et en même temps une volonté très claire de ces pays du Golfe d'intégrer davantage Israël dans l'espace régional, et les accords d'Abraham on atteste de cette volonté. Le tout plutôt sous une bienveillance, en tout cas, de l'administration américaine, Biden, très clairement, et même à sa manière, Trump 1 et Trump 2, qui cherchaient malgré tout à intégrer tout ça. Pour autant, l'action de soutien d'acteurs régionaux violents de la part de la République islamique d'une part, et la volonté israélienne de se confronter à cette menace venait frustrer cette volonté des acteurs, notamment des pays du Golfe, d'essayer d'intégrer. C'est bien la ligne de la France et de la plupart des Européens que de nouer des partenariats stratégiques avec les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite, avec la Jordanie, avec l'Égypte, qui allaient dans cette ligne-là. Et à mon avis, c'est une des manières aussi de regarder ce qui pourrait être la démarche à suivre, ou en tout cas une certaine ligne pour les prochains mois, prochaines années, pour la diplomatie française, pour les armées et pour les armées françaises. Juste sur la séquence immédiate, les frappes, même si orchestrées, même si avec du préavis conduites par l'Iran sur le Qatar, qui était sans doute le pays le plus ami de l'Iran dans la région, dans laquelle ils avaient le plus de relais, et donc ils ont choisi, parce qu'ils estimaient pouvoir le mieux maîtriser les conséquences de cette frappe de rétorsion, n'ont pour autant pas été prises à la légère. C'est-à-dire que c'est un précédent, c'est la première fois qu'une monarchie du Golfe est directement frappée sur son sol, ou ciblée sur son sol, même si l'Iran a très bien expliqué que c'était la base américaine hébergée au Qatar, mais pendant longtemps, les bases américaines étaient censées constituer une protection pour ces pays-là. Aujourd'hui, elle valide l'idée qu'elles peuvent attirer aussi une menace, ou valider ou justifier un ciblage. Donc là, il y a dans un contexte plus général de posture review de l'administration américaine, qui cherche à revoir la géométrie et les paramètres de ces forces déployées à l'étranger, d'une autonomisation relative de la diplomatie des pays, des monarchies du Golfe. Je pense qu'il y a des choses qui se jouent sur cette recomposition, et sans doute une opportunité pour l'Europe de faire entendre une voix différente. Merci. Il nous reste 2 questions individuelles, et je passe la parole à Marie Recalde. Merci, Monsieur le Président. Une petite question avec un côté peut-être un peu plus opérationnel. Il apparaît que l'opération de bombardement américaine, qui a impliqué les bombardiers B-2, s'est décomposée en 2 mouvements. Un premier mouvement vers l'ouest, impliquant une série de bombardiers opérant un mouvement de diversion vers l'île de Guam dans le Pacifique, qui ont été rapidement repérés en OSINT, et un second mouvement vers l'est, qui est resté secret, et c'est celui qui a mené la frappe. Je m'interroge sur l'intérêt de ce premier mouvement, à vrai dire. Le B-2, c'est un avion furtif, même si on n'est jamais totalement furtif, qui a pu voler vers l'est dans un secret relatif, à minima du grand public. Pourquoi avoir risqué ce mouvement vers l'ouest, qui a vite été repéré et qui a été annonciateur des frappes de la nuit suivante? Est-ce que c'était pour tester l'opinion publique, ou est-ce que c'est un mouvement avorté après avoir été repéré? Si vous avez quelques idées sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Et la deuxième question, Natalia Pouzireff. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, encore une fois, nous apprécions vraiment toutes les explications que vous nous donnez, et qui s'appuient sur une connaissance approfondie de l'environnement, de la doctrine nucléaire. Alors, nous regrettons, je pense tous, la sortie des Américains du JCPOA. Peut-être que ces événements ne seraient pas advenus si on avait poursuivi sur la voie qui était engagée. Alors, je dis ça sans aucune complaisance pour le régime des Mollahs, qui exerce une menace sur son propre
peuple et aussi sur l'Europe, en fait. C'est une menace qu'il ne faut pas négliger, car l'Europe est à portée de missiles balistiques depuis l'Iran. Et je trouve que, effectivement, cela peut justifier que la France, lié au fait que de sa place, de son siège au Conseil de sécurité, se préoccupe de cette question-là. C'est peut-être pour ça que ça fait l'objet d'un appel entre le président de la République et Vladimir Poutine. Donc, on s'implique légitimement sur cette question. Ma question, j'ai 2 questions très rapidement. Une, c'est avoir votre avis sur l'évolution de la doctrine ABM anti-missiles balistiques en Europe, surtout sur le flanc Est. On sent qu'il y a quand même un peu de nervosité aussi chez nos partenaires européens. Merci. Et puis, une question très spécifique sur le plutonium. Est-ce que l'Iran serait capable d'en produire ou d'en disposer à travers Corée du Nord, Pakistan et autres États? Merci. La parole est à vous. Sur le B2, on n'a pas d'éléments publics là-dessus. C'était pas évoqué dans le briefing du chef d'état-major américain Dan Kane qui revenait sur le strike package. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a effectivement une volonté de diversion sur le sens de l'attaque, vraisemblablement du fait de la crainte de fuite sur certains éléments techniques de ce package de frappe depuis les États-Unis, vraisemblablement plutôt du côté de la presse que voilà, des aspects spécifiquement stratégiques. Ce qu'on peut souligner, encore une fois, c'est des raids de très longue distance, les plus longs raids conduits par des avions B2 en opération ou en exercice, avec de nombreux ravitaillements en vol, puisque les aéronefs ont décollé depuis le Missouri, au centre des États-Unis, dans ces directions, donc montrant les enjeux et les capacités américaines de projection de puissance intercontinentale. Je souligne, et je pense que ça n'a pas forcément été beaucoup évoqué, que les fameux ravitailleurs qui permettent ces élongations avaient en revanche été déployés sur des bases américaines en Europe, en Espagne et en Allemagne, qui est quelque chose à conserver en tête sur... Malgré tout, même si les États-Unis sont capables techniquement d'envoyer les effecteurs ou les porteurs depuis le continent américain, il y a quand même une utilité, y compris voilà, d'une présence logistique américaine en Europe à cet égard-là. Ça mérite d'être rappelé dans le contexte général. Merci beaucoup pour votre question. Alors, sur l'évolution de la doctrine, effectivement, enfin de la position sur les missiles balistiques en Europe, donc évidemment, on pense au projet déjà European Sky-Shield Initiative porté notamment par l'Allemagne, mais à replacer plus largement dans une doctrine otanienne sur la défense antiaérienne et la défense antimissile balistique. Et on peut d'ailleurs se rappeler que les systèmes Aegis, notamment, qui sont développés et déployés en Europe, sont justement faits pour éviter en fait des attaques par missiles balistiques alors ce qu'on considérait comme des rogue states peut-être à une époque, donc notamment de la Libye à une époque, de la Syrie, de l'Iran aujourd'hui, même si en réalité les missiles balistiques qui peuvent atteindre l'Europe, il y en a extrêmement peu et ça serait pas pour toucher l'Hexagone. En revanche, c'est vrai qu'on voit une évolution de la position de la défense antimissile par rapport aux menaces en fait qui viennent plutôt de la Russie. Donc quelque chose qui vient de beaucoup plus près. Et puis évidemment un débat qui est relancé par la démonstration de l'utilité du système de défense antimissile balistique israélien, même si comme Elie l'a rappelé, ce n'est pas possible de répliquer le même modèle à l'Europe. Et puis, il y a aussi une forte participation américaine à la défense d'Israël, avec notamment l'utilisation du système SM-3. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un débat à avoir sur la défense antimissile en Europe, à la fois face à des menaces
étatiques lointaines et des menaces étatiques un petit peu plus proches, et donc aussi, à mon sens, une réflexion à avoir sur l'équilibre entre offensif et défensif, et c'est là notamment où le projet ELSA, donc de European Long Range Strike Approach, prend tout son sens, parce qu'il faut pouvoir se défendre contre les missiles de l'adversaire, mais aussi pouvoir faire peser une pression sur l'adversaire, et donc à la fois avoir une sorte de dissuasion par déni et une dissuasion par punition, même si là aussi on reste entièrement dans le domaine conventionnel. Et puis brièvement sur le plutonium, alors le réacteur plutonigène d'Arak a totalement été démantelé, enfin il ne peut plus produire de plutonium, ça faisait partie justement des accords entre l'Iran et l'AIEA. Après effectivement, pourquoi pas s'en produire, enfin s'en procurer via d'autres moyens, mais en tout cas l'uranium est fournit un avantage à l'Iran dans cela où il est beaucoup plus flexible et beaucoup plus politique. Et donc le message justement de l'enrichissement graduel était à mon sens beaucoup plus un message politique, et en fait différents stades dans les négociations et presque des leviers de négociation que l'Iran pouvait se permettre grâce ou à cause de l'enrichissement de l'uranium à divers degrés, et cette flexibilité politique en fait n'aurait pas été permise par l'acquisition directe de plutonium. Mais à mon sens, voilà, à nouveau la dimension plutonigène d'Arak n'existe plus aujourd'hui. Merci beaucoup, madame, monsieur. Merci pour vos éclairages. Merci, mes chers collègues, pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée.